Donc bonjour à tous, merci d'être venus. Je vais commencer par présenter Cédric Pompéi, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui est un consultant, spécialiste, expert en data analytics et qui nous accompagne notamment sur des problématiques tableau. Et donc moi-même, Yoann Tellest, au service data depuis bientôt maintenant 5 ans, ça fera 5 ans en septembre. Et aujourd'hui, on va vous proposer un petit voyage au cœur de la data discovery. Donc j'ai toujours été fasciné par l'espace. Et si j'avais dû faire un métier, aujourd'hui, je pense que ça aurait vraiment été le métier d'astronaute. Ça aurait été quelque chose qui m'aurait fait vraiment rêver, passionner. Là, comme vous pouvez le voir, je suis ici devant vous, donc je ne suis pas devenu astronaute. Mais quelque part, si je dois faire un parallèle avec le métier que je fais aujourd'hui, ce serait que j'explore un petit peu des galaxies, qui sont un petit peu toutes les entités qu'on peut retrouver au sein de la Vaudoise Assurance. Alors juste pour préciser, il y en a certaines qui sont un petit peu plus soulignées que d'autres. Marketing, actuariat, c'est plus par rapport au potentiel qu'on verrait vraiment en termes de data discovery dans ces entités. Après, il y a des entités qui sont plus complexes, clairement, mais qu'on adore explorer, avec des personnes comme Eric Gilliard, qui est un vrai Jedi, et heureusement qu'il est là. Donc on va poser le constat, qui est qu'aujourd'hui, la data est clairement le pétrole du XXIe siècle. Voilà, le constat, il est là. Aujourd'hui, on ne peut plus le nier. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut trouver la donnée, il faut l'extraire, il faut être en mesure de la raffiner et de la distribuer pour derrière pouvoir la monétiser. Beaucoup de personnes, effectivement, reprennent ce slogan « Data is the new oil ». Le travail qu'on a fait, nous, c'est d'aller un petit peu plus loin. La une de The Economist, en 2017, qui fait également ce parallèle entre, on retrouve tous les GAFAM, même avec Microsoft. On trouve des sociétés plus récentes comme Tesla, Uber, et elles sont symbolisées sous forme de plateformes pétrolières. Car clairement, toutes ces entités, elles ont mis au cœur de leur business la data. Uber, ils ont vraiment disrupté le service en se basant sur les données géolocalisées des utilisateurs. Facebook, aujourd'hui, le cœur de leur business, c'est la data. Ils posséderaient entre 20 et 30 téraoctets de données sur chacun d'entre nous, ce qui est colossal. Google, Google, clairement, il commence un petit peu à se positionner sur le secteur de la science, mais plus la santé. Et le jour où la porte va s'ouvrir, vous pouvez être sûr qu'ils vont arriver très fort. Et ils seront en mesure vraiment de proposer des primes au centime près, parce qu'ils ont emmagasiné une quantité d'informations colossale. Et ils sauront dire si cette personne fait du sport, si cette personne est active, si cette personne voyage beaucoup, etc., etc. Si on continue un petit peu ce parallèle data-pétrole, j'ai fait l'exercice en fait d'aller regarder un petit peu 10 ans en arrière. Donc c'est pas si loin que ça, c'est 2007. Pour regarder un petit peu le top 10 des capitalisations, enfin des entreprises par capitalisation boursière. Et voilà, le constat que j'ai fait, c'est il y a 10 ans en arrière, ce top 10 il était clairement trusté par des sociétés qui tournaient autour de l'énergie, du pétrole ou du gaz. Là, si on regarde brièvement, on a plus de 50% des sociétés qui sont des sociétés qui tournent autour de ce business-là, qui tournaient autour de ce business-là. Et si on regarde maintenant en 2018, ce top 10, il est complètement trusté par des sociétés autour de la tech, de la technologie, mais qui ont vraiment fait de la data le cœur de leur business. On retrouve du Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, donc qui est ni plus ni moins que Google, Facebook, donc Alibaba, qui faut pas le nier, ont fait de la data le cœur de leur business, Tencent, qui est une société qui est arrivée chinoise, qui, il me semble, l'année dernière, a eu la plus grosse augmentation en part pour la capitalisation boursière. Donc ils font du web, réseaux sociaux, communication. Donc voilà, le constat, il est là aujourd'hui. La seule différence qu'on peut faire,
c'est que accumuler de la data en soi, ça ne lui donne pas de la valeur. Contrairement à du pétrole, où vous avez du pétrole, eh ben vous serez riche, comme certains pays en ont fait leur business. La data, si vous voulez vraiment en tirer profit et lui donner de la valeur, il faut l'analyser, il faut vraiment générer de l'insight grâce aux données. Ensuite, autre différence, le pétrole, c'est une ressource qui aujourd'hui, on le sait, est finie. Un jour, il n'y aura plus de pétrole. Contrairement à la data, qui elle est une ressource quelque part infinie, il y a de plus en plus de data, il y en aura de plus en plus dans les années à venir. Et voilà, en termes de distinction, on peut aborder ces points-là. Si on descend un petit peu plus pour regarder un petit peu le business, et notamment le business de l'entreprise, voilà, aujourd'hui on a un écosystème où on va avoir tout un tas d'acteurs, les clients, les partenaires, les employés, et l'IoT qui va venir vraiment nourrir un petit peu d'informations et de données. Et aujourd'hui, le défi, il est là, il est de faire cohabiter tous ces satellites entre eux. Et le ciment un petit peu qui permet de faire ça, c'est la data qui est centrale. Donc en fait, Johan vous a présenté le contexte global, le contexte mondial. Si maintenant on revient plus, on redescend sur un contexte d'une entreprise, j'ai envie de dire en général, les chiffres que vous voyez affichés sont j'ai envie de dire, généraux, ne concernent pas une société particulièrement. Vous retrouvez ce qu'on appelle un databerg. Alors maintenant, bien entendu, dans la littérature informatique, on commence à avoir plein de termes comme ça. Je vais vous les décrire les uns après les autres. Le premier, c'est la notion de données critiques. Les données critiques, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement l'ensemble des informations qui se trouvent au sein de l'entreprise, mais qui sont suivies de près, qui sont, j'ai envie de dire, qui font partie des processus internes en fait de l'entreprise, qui j'ai envie de dire, qui sont un peu le cœur de l'entreprise. Et là, on parle de clients, de contrats, de primes, de sinistralité, ce genre de choses, si je faisais un parallèle. Après, vous avez les données ROT. Alors, c'est quoi les données ROT ? C'est les redondantes, obsolètes ou triviales. Finalement, c'est des informations que vous avez dans votre système d'information. C'est les potentiellement X versions d'un fichier que vous avez conservé, qui vont prendre de l'espace de stockage et qui ne vont pas forcément apporter beaucoup de valeur, mais qui, en plus, vont générer du bruit parce que lorsque vous travaillez avec la dernière version, vous devez faire un choix par rapport à tout ça. Donc, les pourcentages peuvent varier d'une entreprise à l'autre, comme je le disais. Maintenant, vous avez une partie qui est importante, qui est le dark data. Alors, ce n'est pas le côté sombre de la force, ne vous inquiétez pas. C'est l'ensemble des informations de l'entreprise qui sont dans l'entreprise, mais qui ne sont pas utilisées à des fins analytiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des informations, c'est une richesse en fait de l'entreprise, mais qui n'est pas encore exploitée. À titre d'exemple aussi, vous avez en fait dans votre offre avec les voitures et puis l'ensemble des capteurs qui ont été positionnés à l'intérieur des voitures, ces informations, elles étaient un petit peu dans le dark data et elles sont en train d'être ramenées actuellement au sein de la Vaudoise pour pouvoir être exploitées. Donc là, vous avez une richesse qui est importante. Et alors là, on parle de données internes. Je vous laisse imaginer en fait le potentiel énorme que peut représenter la corrélation, l'enrichissement ou la combinaison d'informations internes avec des informations externes qui vont provenir j'ai envie de dire, de dehors, qui sont gratuites, qui sont publiques, qui sont accessibles et avec lesquelles vous allez pouvoir combiner vos données. Donc ça, c'est le potentiel. Maintenant, comment on l'exploite, ce potentiel ? Comment on fonctionne par rapport à ça ? Ici, vous retrouvez en fait ce qu'on appelle la BI traditionnelle. La BI traditionnelle, c'est vous avez en fait vos systèmes sources ici. J'allais me coller à l'écran. Vous avez vos systèmes sources, vous avez l'équipe BI qui a construit un data warehouse. Et en fait, vous avez les utilisateurs qui vont faire des demandes à l'équipe BI pour réaliser les différents rapports. On le sait, retour d'expérience, c'est qu'entre les demandes en fait, d'un utilisateur et la réalisation du rapport, souvent il y a un certain nombre d'itérations qui peuvent arriver pour préciser en fait, des informations. On se rend compte qu'il y a différents éléments, enfin affiner les éléments. Les questions, ça peut aller entre quelques heures, voire quelques jours, voire plusieurs semaines en fonction des priorités de l'équipe. Du côté du métier, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Si vous n'arrivez pas à avoir les informations rapidement, si vous avez besoin d'informations qui ne sont pas à l'intérieur du système d'information, votre manager vous dit j'ai besoin de ces chiffres, vous sortez en fait ces informations dans des fichiers Excel et puis vous commencez à construire votre pyramide d'Excel.
Et à la fin, c'est du lose-lose pour tout le monde parce que vous passez plus de temps à gérer vos données à travers les liens Excel qu'à faire vos analyses. Et pour l'équipe BI, c'est aussi frustrant parce qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir vous accompagner par rapport à ces réalisations. L'idée, c'est de changer de paradigme. C'est-à-dire que c'est de passer sur l'autre modèle qui est l'équipe BI vous met à disposition des informations qui sont, j'ai envie de dire, garanties, certifiées, validées, et que vous allez vouloir vous exploiter. C'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur, les utilisateurs ne vont plus en fait faire des spécifications, mais vont réellement en fait faire les analyses eux-mêmes avec les données qui ont été en fait mises à disposition. Et pourquoi c'est important ? Vous voyez ici, en fait, ça c'est le processus de créativité. Lorsqu'on est en train de réfléchir à une idée, on est en train de concrétiser une idée, en fait, on va en avant, en arrière, on fait des itérations, on bouge un petit peu dans tous les sens, jusqu'à ce que l'idée en fait se clarifie. Et à ce moment-là, on arrive sur la fin où ça commence à être clair. Et là, en fait, les utilisateurs métiers ont la possibilité justement de faire ces itérations. La grosse différence en fait par rapport au précédent schéma, c'est que le temps de réponse, il est dans la seconde. C'est-à-dire que les utilisateurs, ils sont en train de répondre à la question à laquelle ils sont posés, de raffiner la question, etc. Maintenant, la Vaudoise, où est-ce qu'elle se situe par rapport à ça ? Finalement, la Vaudoise, elle a commencé déjà le voyage. Elle est en cours de se diriger vers le data-driven, puisqu'il y a un certain nombre de projets qui ont été lancés. Des utilisateurs ont été formés à un outil de data visualisation. Et puis maintenant, on voit qu'il y a des premiers rapports qui sont en train d'être sortis et accompagnés justement par l'équipe BI pour justement mettre en place les bonnes pratiques et gérer tout ça. Alors, la data visualisation, ce n'est pas nouveau. Là, vous retrouvez ici un exemple qui date de 1869, donc 150 ans, qui représente finalement la campagne de Russie. Et là, cette personne-là a repris en fait différents éléments qu'on a dans la data visualisation pour j'ai envie de dire, concrétiser cette campagne. Le premier, c'est la cartographie. Vous avez ici un point de départ et vous avez ici Moscou en point d'arrivée. Donc, il a représenté en fait le cheminement. Là, ce sont des soldats. Après, en deuxième élément, il a utilisé l'épaisseur du trait pour représenter en fait le nombre de soldats qui étaient en train de se déplacer. Le troisième élément qu'il a également utilisé, c'est la couleur. À l'aller, vous avez la couleur claire. Au retour, vous avez la couleur foncée, le noir. C'est parlant en fait. C'est assez parlant quand même. En bas, vous retrouvez également, en fait, il a corrélé l'information avec justement la température. Et puis vous avez la petite anecdote avec la fameuse rivière, la Bérésina, qui a également aussi coûté pas mal la vie à un certain nombre de soldats français. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la visualisation, maintenant, en fait, ça existait il y a depuis 150 ans. Maintenant, les outils modernes vous permettent de faire ce genre de choses beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Là, je rends la parole à Johan qui va vous présenter des démonstrations plus récentes. Qu'on a réalisé avec Tableau. Donc ce qu'il faut savoir tout de même, c'est que là on est plugué plus ou moins en live sur le Transact. C'est une copie d'une table du Transact qui concerne donc tout ce qui est sinistre. Et on va, à partir de ces informations, étudier un petit peu, ce sera surtout de la VM avec de la collision. Donc là, on a notre set de données qu'on va représenter sous forme de tableur, pays, année de survenance, code postal. Et on va faire une petite manipulation pour avoir une cartographie. Donc essentiellement, les impacts sont ici. On s'aperçoit que peut-être Jean-Pierre est parti en Australie faire je ne sais pas quoi. Ou alors c'est peut-être des données erronées, ce serait à creuser. On va restreindre pour zoomer vraiment sur la Suisse. Donc là, on voit tous nos impacts. On va travailler un petit peu sur la visualisation et notamment on va activer après quelque chose qui est la densité parce que là on a effectivement tout un tas de points d'impact mais ce n'est pas hyper parlant. Là on commence à avoir quelque chose d'un peu plus parlant avec l'arc lémanique qui ressort, Genève, le Tessin. Et là on va faire un petit travail qui va être de ok, là j'avais une vision figée 2018 et là je donne vie à mes données. C'est-à-dire que je pars depuis 1984 et je vais aller regarder comment ont commencé et où ont commencé à apparaître mes sinistres. Donc là en haut, vous avez le nombre de sinistres, l'année.
où on est rendu. Donc là, on arrive dans les années 2000. Et on voit un petit peu comment l'ensemble se mouvoie et où ça se positionne. Bon, là, j'ai un petit peu le sentiment d'être une Miss Météo qui vous présente les... ouais, il manque les cheveux et la jupe. Et donc voilà, ça c'est assez intéressant et c'est assez impactant. Maintenant, si on veut essayer de comprendre, et toujours dans cette idée de discovery, de découverte, on va faire un petit focus pour descendre vraiment un peu plus en profondeur et aller regarder dans le Tessin qui avait l'air pas mal impacté. Donc là, on a restreint notre jeu de données. En revanche, là, c'est pas très parlant, c'est-à-dire que, ok, on voit il y a des points, mais c'est bof. Donc on va travailler un petit peu pour mettre la localité et transformer la visualisation pour basculer sur quelque chose de plus parlant. Donc là, voilà, on a effectivement ces points qui représentent les localités. Donc on voit que Lugano est a priori assez impacté, Mendrisio et Chiasso. Ça, c'est assez parlant en fait, parce que là, on est vraiment dans de la discovery. Juste, hein, je fais un petit laïus par rapport aux données de sinistre avant. Ce qu'on s'est aussi rendu compte, c'est qu'on a quand même un trou de données assez important. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours, sur une collision de la VM, la localité ou le code postal, ce qui est en soi pas terrible, quoi, parce que notre patrimoine, finalement, pour vraiment comprendre ces impacts-là, c'est aujourd'hui qu'il se construit. Donc il y aurait vraiment un travail à faire pour avoir une exhaustivité au niveau de ces données sources. Deuxième petit use case qu'on a mis en place, il concerne tout ce qui est rentabilité. Donc bon, on a restreint sur de la VM. Là, on n'est pas en train de réinventer la roue, hein, c'est des choses qui ont déjà été faites, notamment par les actuaires. Nous, ce qu'on montre surtout, c'est voilà, une certaine rapidité, une certaine efficacité à mettre en place ce genre d'analyse et à pouvoir les réutiliser et les pérenniser. Là, pour expliquer un peu brièvement, sur l'axe vertical, on a la rentabilité. Donc plus on est haut, mieux notre rentabilité se porte. On a dupliqué cette information avec la couleur, c'est-à-dire plus on est vert, plus on est rentable. Et plus on est rouge, moins on est rentable. Ensuite, on a l'évolution. Donc on a corrélé avec l'évolution, à savoir que plus on va se déplacer vers la droite, plus on est sur un segment qui a tendance à se développer, à évoluer positivement, et à l'inverse, à se réduire. Et là, là où ça commence à être vraiment intéressant finalement, c'est si on donne vie, un peu comme on a fait tout à l'heure, à ces données. Donc on part de 2010 et on essaie de regarder un petit peu comment se mouvoient les différents segments pour voir un petit peu les tendances finalement. Donc là, on les a juste activés, mais si on active l'historique, c'est-à-dire qu'on va voir année après année. Alors, il faut se restreindre sur un segment. Après, c'est une analyse à faire segment par segment. Mais si on prend, par exemple, ce cas-ci, on s'aperçoit finalement, OK, on a une rentabilité qui se détériore très légèrement, mais le fait intéressant, finalement, c'est qu'on est quand même en train de décroître. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de croître sur un segment où on est encore moins rentable. On est en train un petit peu de réduire la voilure sur quelque chose. Et finalement, c'est un insight important. Et on pourrait faire ce travail sur l'ensemble des segments. Donc voilà. Merci. Alors, par rapport à la BI, je vais faire aussi un petit historique. Là, on parle de Natural Language Processing. Donc, dans la BI, au tout début, pour sortir les informations des bases de données, il fallait être en mesure de pouvoir connaître le SQL et faire des requêtes SQL pour extraire ces informations. Ça, c'était la première étape, ça, c'était avant. Aujourd'hui, finalement, vous avez en fait des outils qui, avec juste du drag and drop, vous faites du drag and drop et vous pouvez faire vos visualisations assez facilement. Demain, l'idée, c'est quoi? C'est que finalement, vous dites ce que vous voulez voir et vous notez en fait ce que vous voulez voir. Et automatiquement, la visualisation vous est proposée. C'est un petit peu l'objectif. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça change aussi en termes de perspective? Ça rend accessible beaucoup plus facilement et à un plus grand nombre, finalement, la possibilité de faire des analyses dans la mesure où les données ont été préparées. Là, vous retrouvez, en fait, donc là, je vais vous présenter une solution qui est, c'est une bêta.
qui sera accessible, en fait, donc ça c'est Tableau serveur, c'est une bêta qui va être accessible ce trimestre, donc elle devrait être sortie. Donc demain, c'est vraiment demain finalement, sur lequel on a travaillé, on a préparé avec un jeu d'essai. Ce jeu d'essai, c'est un jeu d'essai standard en fait, qui contient l'ensemble des ventes des magasins aux États-Unis. Donc vous allez voir, on se balade sur le jeu d'essai. Donc on a juste publié le jeu d'essai sur le serveur et puis lui, il vous sort et vous présente la période. Vous voyez de quelle période vous êtes en train d'analyser, quelles sont les données qu'il y a à l'intérieur en fait, de votre jeu d'essai. Et l'idée, c'est de se dire, maintenant, je vais regarder tout ça et puis je vais dire, je voudrais voir la somme de mes ventes, la somme de ma profitabilité, et puis tout ça, je vais le voir par les différents états. Mais en fait, vous tapez, vous avez une aide contextuelle aussi. Alors, le produit est en anglais pour l'instant, la version est en anglaise, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Et vous tapez en fait ce que vous voulez voir. Et automatiquement, la visualisation apparaît. Donc du coup, là, maintenant, j'ai mes ventes et mes profits par état qui sont arrivés. Donc, j'ai plus besoin de faire du drag and drop, j'ai plus besoin de connaître du SQL. En fait, j'ai juste à dire ce que je veux. C'est quand même un changement assez drastique. Et puis après, vous avez des possibilités par rapport aux visualisations que vous pouvez modifier par rapport à ce que vous voulez voir. Donc c'est ça aussi la partie data visualisation. En fait, on rend l'accessibilité et la possibilité d'analyser vos données beaucoup plus facile. Puis vous avez le data discovery en disant, voilà, ça c'est un deuxième exemple. Je vais prendre la profitabilité de mes clients, donc je vais les sortir, je vais profit par mes clients. Puis je vais dire, mais qu'est-ce qui se passe avec mon top 10 des clients? C'est-à-dire ceux avec qui j'ai le plus de ventes, finalement, comment ils se positionnent, quel genre de profitabilité ils vont m'apporter. Et en fait, c'est ça aussi l'avantage du discovery, c'est-à-dire que vous allez tomber sur des scénarios auxquels potentiellement vous n'attendez pas. C'est-à-dire que dans votre top 10, vous avez ici quelqu'un qui vous fait perdre de l'argent. C'est-à-dire que c'est un gros client, mais qui vous fait perdre de l'argent. Et vous avez vu, on a juste tapé en fait des mots. On a dit la phrase, voilà ce que je veux, etc. Donc voilà vers quoi on se dirige demain. Et c'est assez intéressant, je me réjouis. Je laisse le mot de la fin à Yoann. Donc clairement, on a constaté un changement de paradigme avec l'avènement un peu du monde de la data. Et ça va continuer avec une croissance clairement exponentielle avec l'IoT qui arrive. Donc on avait finalement des îlots un petit peu disséminés. On a parlé de Databerg tout à l'heure avec Cédric. Et aujourd'hui, ils sont clairement en train de s'interconnecter pour laisser place à des mondes, des territoires qui convient d'aller explorer. On a vu que le terreau, les fondations, les outils, on vous a présenté un petit peu Tableau, sont là et nous permettent de faire face aux défis à la fois business et technologiques qui nous attendent. Et maintenant, voilà, à nous d'être innovants, à nous d'oser, d'entreprendre, à nous d'explorer finalement, peut-être même parfois de se tromper, pour devenir finalement clairement plus performants. L'exploitation de nos données, qui constitue, à n'en point douter, vraiment l'ADN quelque part de nos compagnies, de nos entreprises, corrélées avec de l'open data, ce seront vraiment les clés pour accéder à cette excellence. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit « Celui qui cesse d'être meilleur cesse d'être bon ». Aujourd'hui, ok, la Vaudoise, on est bon. La Vaudoise, elle a su tirer l'épingle de son jeu, clairement. Maintenant, à nous d'être meilleurs. Demain, après-demain, toujours plus. Et toujours en gardant à l'esprit que ce qui nous fera avancer, le moteur, l'énergie, ce sera ce pétrole des temps modernes, la data. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que c'est vraiment JP qui était en Australie? Je ne sais pas. Qui est JP? Il y a un nom de code. C'est celui qui fait perdre de l'argent. Présent, JP. Est-ce qu'on va garder le petit tableau ou est-ce qu'on va en changer? Nous nous battons fort pour le garder. Alors, voilà, clairement, nous, sur toute l'année dernière, on a essayé de lancer, de venir un petit peu semer des graines, j'ai souvent repris cette expression dans différentes entités, pour essayer d'amorcer vraiment, d'insuffler quelque chose. Ça a plutôt bien pris
Bon, avec le baromètre que tu connais bien, Christophe, ça a bien pris côté RH avec un Dario qui s'est vraiment approprié l'outil. Ça a bien pris avec la formation que Cédric a dispensée. Et il me semble que beaucoup d'utilisateurs en ont été ravis. Voilà, maintenant, pour passer le cap et amorcer vraiment la chose, nous, là, on est, je pense, sur le point, à bout touchant, d'arriver à une solution qui permettra d'ouvrir un petit peu cet outil Tableau. En tout cas, on l'espère et on fait tout pour. Question ? Allez, peut-être plus général, pas forcément juste pour vous. C'est quoi votre avis sur le degré de maturité de l'entreprise sur ces sujets-là? Est-ce que les métiers sont assez impliqués sur ces sujets-là? Et est-ce que la direction a la volonté d'être vraiment très data-oriented? Et est-ce qu'on a des objectifs communs qui soient déclinés et auxquels on puisse répondre grâce à ces outils? En fait, je pense que l'enjeu, il est quand même en grande partie ici. Je commence à répondre, après je laisserai peut-être Cédric apporter son externe. Hein. Je dirais qu'on a pas mal on a pas mal avancé ces dernières années sur toutes ces thématiques. Après, je pense qu'il reste encore beaucoup à faire vraiment dans l'exploitation. C'est-à-dire que, comme je disais, le terreau, il est là. On a mis en place tout un tas d'éléments qui permettent vraiment de faire beaucoup de choses. Maintenant, il faut exploiter. Il faut vraiment changer d'échelle en termes d'exploitation de ces données. Le point qui sera important, je pense, c'est que le business doit vraiment aussi s'approprier beaucoup plus. Nous, côté data, voilà, on va leur mettre à disposition un ensemble d'outils. C'est souvent peut-être là qu'on aurait dû mieux faire, c'est-à-dire mieux les accompagner, plutôt que leur donner, voilà, il y a ça, maintenant faites. Et je pense que ce sera vraiment un travail hybride entre le business et l'équipe data pour produire plus et tirer le meilleur de nos données. Après, Cédric, si... Moi, je vais juste compléter, en fait. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Johan, c'est-à-dire qu'il y a une très forte maîtrise en interne de l'équipe BI par rapport à la préparation et la mise à disposition des données. Un projet data, pour qu'il fonctionne bien, finalement, il faut qu'il y ait une véritable synergie entre les équipes métiers et l'équipe IT. Et je l'ai vu ailleurs, en fait, quand les deux collaborent, travaillent main dans la main, ça fonctionne excessivement bien et c'est excessivement efficace. Et il ne faut pas qu'en fait, si vous voulez, quand tout à l'heure je présentais la BI traditionnelle avec le data-driven, ben, quelque part avant, c'était un peu une relation client-fournisseur. Là, l'idée, c'est que dans le nouveau modèle, c'est un mode de fonctionnement qui est un partenariat. On travaille ensemble, on évolue ensemble et en fait, on fait monter aussi le métier en termes d'autonomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'investissement et d'engagement de la part des métiers, c'est un peu plus conséquent. C'est-à-dire que quelque part, on prend un peu plus la main et on se met à côté de l'IT ou vice-versa, hein, quelque part, pour réaliser ces analyses. Peut-être pour te répondre, Julien, moi j'aurais envie de dire il y a deux choses à faire. Il faut qu'on arrête d'être complexé, parce que de la data, on en a. Le monde de l'assurance, c'est de la data et de la prédiction. Si on ne savait pas faire ça, on ne serait pas tous là, parce qu'à ma connaissance, on est tous payés. Donc la Vaudoise est rentable et profitable, donc a priori, elle fait quand même bien son métier. Donc on a de la donnée. Donc ce pétrole dont parle Johan, il est là. Bien sûr qu'il faut l'améliorer, bien sûr qu'il y a des processus de gouvernance, bien sûr qu'il y a de l'open source, bien sûr qu'il y a de l'enrichissement, mais on a des choses. Après, j'ai envie aussi de dire qu'il faut qu'on soit humble, dans le sens que c'est énorme, et c'est pas énorme juste pour nous. J'étais à une conférence hier où j'ai entendu un professeur des hôpitaux de Genève qui fait de l'informatique et du big data. Il a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. Il a dit « Ce n'est pas magique, c'est très très dur, mais c'est plein d'espoir ». Et je pense que si on comprend ça, on a tout compris. C'est pas magique, il n'y a pas de magie là-dedans, hein. Il n'y a pas de chaman derrière qui
nous donne des business models comme ça, c'est très très dur. C'est très très dur parce que quand on se confronte à la donnée, on se confronte à des données pas de qualité, on se confronte à plein de problèmes. Par contre, c'est plein d'espoir parce qu'il y a des business models à développer, il y a des choses, des processus à améliorer. Et maintenant, je pense qu'il faut qu'on y croie et puis chacun impacte son monde comme il peut. Donc moi, je ne peux pas répondre au nom de la direction, au nom de tout le monde. Mais je pense que si chacun de nous est un petit peu déjà convaincu, on ira déjà un tout petit peu plus loin qu'autrement. Peut-être un complément, on a parlé des données assurantielles, il y a des données aussi qui viennent de l'IoT, on a déjà des boîtes qui nous apportent ces données. C'est des données qui sont plus ou moins structurées et qui ont un certain potentiel. Comment on peut travailler ça pour apporter de la valeur au sein de l'entreprise? Est-ce que c'est l'unité data qui va proposer des choses pour les exploiter? Est-ce que c'est le business qui doit dire je vois l'utilisation de ces informations de telle ou telle manière? Comment en fait on peut travailler ces informations qui sont pas faciles? Merci. Alors là, clairement, le lead, il doit être business. Hein. Donc nous, si tu veux, techniquement, on a rapatrié les données d'Octo. Octo nous donne des données avec un ranking qui dit, ben voilà, si ton score est comme ça, voilà l'impact sur ton tarif. Mais aujourd'hui, il y a une initiative avec les actuaires pour justement aller plus loin. Donc aller plus loin, donc ça, c'est un sujet qui tient aussi à cœur à Monsieur Laguerre. Mais clairement, le lead, il doit être quand même business. Et ces équipes-là, pour moi, ça ne peut pas fonctionner si c'est que du business parce qu'il leur manquera les compétences techniques. Ça ne peut pas non plus fonctionner si c'est que de l'IT parce qu'on est trop déconnecté du besoin business. Et puis, on peut aussi arriver avec des solutions géniales, mais les gens ne sont pas convaincus, donc ça ne sert à rien. Et je pense vraiment que c'est des compétences hybrides. Et c'est pour ça que moi, je suis fan de l'agilité. C'est-à-dire je suis fan de ces équipes qui sont mixtes, où il y a des mathématiciens, des informaticiens, du business, des testeurs, et tous au service d'une idée. Voilà, après l'idée, bien sûr, il faut qu'elle ait un soutien au niveau du top management. Mais effectivement, il me semble que cette année, enfin, il ne me semble pas, je sais que ça fait partie de la liste des initiatives. C'est tout bon? Eh ben, bon appétit, puis merci à vous.